Depuis que j'ai lancé cette chaîne, vous m'avez posé beaucoup de questions, que ce soit en commentaire ou en message privé. Mais la question que j'ai reçue le plus souvent, c'est quels sont les livres que tu conseilles? Ou plutôt, la vraie question que j'ai reçue le plus souvent, c'est quels sont les livres de Nietzsche par lesquels tu conseilles de commencer? Alors, dans cette vidéo, on va répondre à tout ça à la fois, avec les 20 livres qu'il faut absolument lire en 43 secondes chacun. Et l'exercice, ça va être de faire ça en une seule prise. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, numéro 20, Bullshit Jobs de David Graeber. David Graeber, c'est un anarchiste américain qui est anthropologue et qui s'est intéressé à ce qu'il appelle les jobs à la con. C'est pas forcément les jobs les plus durs, les plus manuels ou les plus physiques. En fait, souvent, c'est l'inverse. C'est des jobs de bureau dans lesquels les gens, de leur propre aveu, ont l'impression qu'ils ne servent à rien et que ça n'a aucun sens. Ça peut être des jobs qui sont là juste un peu pour faire plaisir à leur patron, ou alors des gens qui passent surtout leur temps à remplir des documents et à cocher des cases. Et en fait, ce qu'il fait dans ce livre, c'est qu'il recueille énormément de témoignages de gens qui ont l'impression d'avoir des jobs qui n'apportent rien à la société, et il analyse comment ces jobs apparaissent, ces métiers apparaissent, que ce soit dans la fonction publique ou bien dans les grandes entreprises, parce qu'en fait, c'est pas l'apanage seulement de la fonction publique. Guy Debord, la société du spectacle. Dans les années 50, Guy Debord, avec sa bande de potes qui s'appelait les situationnistes, ils étaient à Paris, ils ont théorisé pas mal de choses, notamment la société du spectacle. C'est l'idée qu'en fait aujourd'hui, tout se définit par l'image. Et tout devient un spectacle, tout se spectacularise. Et du coup, ça nous empêche de vivre dans la vraie vie. Vivre, avoir des vraies expériences avec des vraies personnes. Et en fait, ce qu'il critique, ça s'applique beaucoup aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux, même si c'est un livre peu accessible parce que c'est vraiment la philosophie française des années 50-60, donc c'est des expressions assez compliquées, assez verbeuses, mais c'est quand même intéressant, ça critique du spectacle et de la représentation. Ensuite, Outliers de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, c'est un Américain qui a écrit un livre sur les outliers, c'est-à-dire les gens qui sont à part, les intrus. Et dans ce livre, il montre à quel point est-ce que les intrus, les gens qui sont exceptionnellement bons dans certains domaines, que ce soit des artistes, que ce soit des entrepreneurs, dans toutes les cultures, on retrouve des traits en commun chez chacun d'eux. Et en fait, il montre à quel point est-ce que ces gens, il fait ça avec beaucoup de storytelling, c'est très intéressant, il montre quelles sont les particularités de ces gens, qu'est-ce qui cause le fait d'avoir des gens qui sont exceptionnels dans certains domaines, et c'est plutôt un bon livre. Origine et histoire de la conscience de Eric Newman. Alors, Eric Newman, c'est un Jungien. D'ailleurs, Jung a dit, il me semble, que c'est le livre qu'il aurait aimé écrire. Malheureusement, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Eric Newman. Mais c'est vraiment un livre qu'il envie et qu'il aurait aimé écrire. C'est un livre, en fait, c'est assez dur à résumer, mais qui explique un petit peu l'histoire de la conscience et comment est-ce que la conscience humaine s'est développée au fil de l'histoire. Et c'est un livre qui a pour thèse qu'en fait, la conscience, la manière de faire l'expérience du monde de nos ancêtres n'était pas du tout la même que nous aujourd'hui. Parce qu'on pourrait s'imaginer que tous les humains ont un peu eu la même vision du monde, au moins eu la même manière d'expériencer le réel. Et en fait, il explique à quel point est-ce que c'est faux et comment la conscience humaine vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de l'humanité a évolué au fil du temps. Ensuite, Trust Me I'm Lying de Ryan Holiday. Ryan Holiday, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie publicitaire et qui a travaillé pour de grandes marques et qui explique ses méthodes pour influencer les médias. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. En les manipulant. Notamment, il montre comment il faisait fuiter des faux documents pour que les médias en parlent en mode « Oh, il y a un document qui a fuité », alors qu'en fait c'était complètement faux, juste pour faire le buzz. Ou alors comment il faisait des campagnes publicitaires contre son propre produit pour faire le buzz et pour que les gens en parlent, à quel point est-ce que c'était scandaleux. Et en fait, il montre comment souvent les journalistes, malheureusement, ils sont pas très bien payés, et donc, surtout les pigistes, ils sont pas très bien payés, donc ils essayent de parler de n'importe quoi, et en fait, finalement, ils sont facilement manipulables. Pensez pour moi-même, Marc Aurèle, je vais essayer de pas prendre du retard. C'est un grand classique, écrit par l'un des 3 grands philosophes stoïciens romains, du coup, avec Épictète et Sénèque, qui du coup à la fois était stoïcien, mais aussi empereur romain, et en fait c'est un carnet qu'il avait même pas écrit pour être lu, qu'il avait juste écrit pour lui-même, c'est ses pensées qu'il écrivait le matin en se levant, et où il montre comment il utilise le stoïcisme pour être le meilleur empereur qui peut du monde romain et de ne pas se laisser aller à ses impulsions les plus basses. Tac. Super Intelligence de Nick Bostrom, numéro 14. Ce livre,
Pourquoi est-ce qu'il est dans cette liste? Parce que, même s'il date quand même d'il y a quelques années, c'est le meilleur résumé qui existe, à mon avis, sur l'intelligence artificielle. C'est un livre qui montre à quel point est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être dangereuse dans le futur sans non plus tomber dans l'alarmisme total, et qui montre surtout à quel point est-ce que les réseaux de neurones, qui au final sont très proches de nos réseaux de neurones à nous, qui sont biologiques, simplement là c'est des réseaux de neurones informatiques, peuvent être utilisés dans énormément de domaines pour mécaniser énormément de choses. C'est un livre qui est aussi assez théorique, parfois il y a carrément des formules mathématiques, mais honnêtement, on peut le lire sans avoir vraiment de base, parce que j'ai pas vraiment de base personnellement dans l'informatique théorique. Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors, il me semble que c'est le premier roman qu'on voit là, parce que je vais pas beaucoup parler de romans, mais ce livre, c'est vraiment un livre qui m'a énormément touché, et c'est la même chose pour beaucoup de gens, y compris Barbare Civilisé, que vous connaissez peut-être. Parce que Céline a un style vraiment particulier qui lui est très personnel. Il arrive à mêler à la fois le langage vulgaire, presque banal, avec un style littéraire de très haut vol. Et surtout, il montre à quel point est-ce que la guerre est violente, surtout les guerres fratricides entre la France et l'Allemagne, et à quel point est-ce qu'elles peuvent bousculer la vie d'un homme. Ma confession de Léon Tolstoï. Alors, Ma confession, c'est un livre que j'ai un petit peu de mal à recommander, parce que en fait, pour moi, c'est le meilleur résumé du nihilisme. Tolstoï raconte la période de sa vie où il avait l'impression que rien n'avait de sens, qu'il allait juste mourir, qu'on était juste des fourmis sur Terre et que rien n'avait de sens. Et c'est un livre extrêmement pessimiste. Donc, ça peut rendre dépressif à mon avis. Mais pourquoi est-ce que je l'inclus dans cette liste? Parce qu'à mon avis, si on veut aller au fin fond du nihilisme, vraiment voir à quoi ça ressemble, le fait de ressentir que la vie n'a aucun sens, c'est un livre très intéressant. Surtout que c'est une formulation vraiment très claire où il explique toutes ses émotions. Et à la fin, on voit en fait comment il est sorti du nihilisme et comment il a recommencé à écrire des livres et comment il est devenu finalement le personnage qu'il est devenu. Numéro 11, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est devenu un classique, c'est une dystopie où en fait on voit un monde complètement dystopique où les humains sont séparés en différentes classes qui sont carrément biologiquement différentes, à qui on assigne des lettres grecques, avec certaines qui doivent servir d'autres. Et c'est une dystopie vraiment intéressante déjà parce que l'auteur Aldous Huxley a un grand talent littéraire, mais aussi grâce à pas mal d'éléments, par exemple le soma, qui est dans ce livre une drogue que les gens prennent dès qu'ils se sentent pas bien pour se sentir mieux, et qui finalement résout tous leurs problèmes en apparence. Et à mon avis, il y a pas mal de rapprochements à faire entre ce livre, particulièrement le soma dans ce livre, et la société qu'on connaît aujourd'hui. Alors, numéro 10, The Master and His Emissary de Ian McGilchrist. Malheureusement, je crois que ce livre n'est pas traduit. C'est un livre assez technique. C'est un livre de neurologie qui parle en fait des différences entre les deux hémisphères du cerveau et à quel point est-ce que les fonctions cérébrales sont latéralisées, c'est-à-dire l'hémisphère droit s'occupe de certaines choses, l'hémisphère gauche de certaines choses. Évidemment, ça dépend aussi selon les gens. C'est un livre qui est super intéressant parce qu'il montre, avec plein d'expériences de gens qui ont eu des AVC, donc ça nous permet de comprendre quelle zone du cerveau correspond à quoi, à quel point est-ce que la conscience est diffuse, la conscience est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, et à quel point est-ce que c'est un phénomène qui peut être altéré par plein d'événements et qui est vraiment relié à la réalité physique de notre cerveau, mais qu'on comprend pas très bien, quoi. Je vais pas prendre de retard. Numéro 9, Le principe de Lucifer de Howard Bloom. Le principe de Lucifer, c'est un gros livre en deux volumes, puisque après c'est le cerveau global, donc le deuxième volume. C'est un livre vraiment fondateur parce que il explique la violence humaine et à quel point est-ce que la violence est ancrée dans nos gènes et n'est pas du tout une création de la société. C'est vraiment le livre anti-Rousseau par excellence. C'est-à-dire que il montre à quel point est-ce que la violence est ancrée dans nos gènes, à quel point est-ce que plein de choses sont violentes, les affrontements sont violents, la sélection sexuelle est violente. Et c'est un livre qui parle de énormément de domaines différents en les analysant selon les mêmes principes, ce qui est très intéressant. Ensuite, numéro 8, 1984 de George Orwell. C'est devenu vraiment un lieu commun, mais livre très important parce que c'est une dystopie qui nous permet de voir comment le pouvoir peut être centralisé et surtout les mécanismes de surveillance peuvent être puissants. Évidemment, c'est devenu un lieu commun de dire ça, mais beaucoup de rapprochements à faire avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, autour du contrôle de l'information, du contrôle de la pensée, de comment se propage la pensée dominante et comment est-ce que les gens qui n'y adhèrent pas sont exclus. Numéro 7, Antifragile de Nassim Taleb, toujours sur liseuse, je ne l'ai pas physiquement.
Euh, dans Antifragile, Nassim Taleb part d'un concept très simple qu'il invente lui-même, celui de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est lorsque un système ou un objet, lorsqu'il subit un choc, plutôt que de ne pas bouger comme quelque chose qui est rigide et solide, ou alors de se détruire comme quelque chose qui est fragile, il va devenir plus fort. Comme nous, quand on fait de la muscu, quand on fait du sport, en fait, nos muscles, finalement, par hypertrophie, vont finir par être meilleurs. Exactement comme quand on prend une petite dose de poison et que ça peut en fait nous rendre plus forts. Simplement, il faut bien doser. Et bah, ce concept d'antifragilité, il applique pas du tout uniquement à la médecine au corps humain, il l'applique à tout, à l'économie, à énormément de choses. D'ailleurs, si vous téléchargez le livre sur internet, vous pouvez juste sauter au chapitre qui vous intéresse, sur l'antifragilité qui vous intéresse, et il utilise ce concept partout, ce qui est super intéressant. Numéro 6, Crime et Châtiment de Dostoïevski. Pareil, c'est un des seuls romans qu'il y a dans cette liste, mais c'est un roman excellent. Alors, c'est du Dostoïevski, c'est un roman russe, donc c'est très très long, il faut s'accrocher avec les personnages qui ont 3 noms différents, et donc il faut recouper les noms dans la tête pour se rendre compte de qui est qui, avec d'ailleurs plusieurs diminutifs, pardon. Mais c'est surtout un livre dans lequel un personnage essaie de s'affranchir des règles morales en tuant quelqu'un, ce qui avait l'air d'être complètement légitime dans son cas, puisque c'est un meurtre qui lui permet de faire beaucoup de bien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas aussi simple, que quand la justice humaine ne l'attrape pas, sa justice intérieure va quand même le poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire. Numéro 5, Behave de Robert Sapolsky. Là, on s'approche des meilleurs livres de la liste. Robert Sapolsky, c'est un endocrinologue, c'est un biologiste spécialisé dans l'évolution, et donc dans l'endocrinologie, c'est-à-dire la science des hormones, et qui explique énormément de nos comportements grâce à des comportements animaux, grâce à l'évolution et la psychologie évolutionnaire, mais de manière très scientifique. C'est un livre qui est vraiment encyclopédique, parce qu'il montre à quel point est-ce que énormément de choses qu'on fait et qu'on croit faire de notre propre chef, en fait, sont déterminées par des mécanismes biologiques profond, et à quel point est-ce que simplement en changeant quelques hormones et quelques neurotransmetteurs chez quelqu'un, on peut altérer son fonctionnement. Ça traite aussi des maladies mentales, assez intéressant. Numéro 4, on arrive dans les meilleurs, Le Cygne Noir de Nassim Taleb. C'est le livre qui m'a éveillé à la lecture, je l'ai lu il y a, je pense, 4-5 ans, et c'est un livre en fait, donc toujours de Nassim Taleb, le même auteur que Antifragile, qui analyse ce qu'il appelle les signes noirs, c'est-à-dire les événements hautement improbables, mais qui changent radicalement un système, par exemple les crises économiques. Et en fait, ces événements, ils sont presque impossibles à prédire, parce que presque personne n'arrive à prédire la crise économique, mais ils ont une influence énorme. Et ils montrent comment toute notre vision du monde, toutes nos statistiques qu'on fait d'habitude, toutes nos prévisions en fait sont faussées, parce que à cause de ces signes noirs, elles ne valent presque plus rien, et il explique comment se prémunir en économie, mais en fait aussi dans plein d'autres domaines de la vie, des signes noirs. Sapiens de Yuval Noah Harari. Alors, Yuval Noah Harari, il a écrit 2 grands livres, Sapiens et Homo Deus. Sapiens, en fait, explique toute l'histoire de l'humanité depuis son apparition, et c'est une excellente encyclopédie qui vraiment trace toute l'histoire de l'humanité, comment elle s'est développée, comment elle s'est organisée. Et Homo Deus, du coup, c'est un livre qui parle plutôt du futur. Alors concrètement, ces 2 livres, ils ont des clairs biais idéologiques, et vous vous rendrez peut-être compte de ces biais si vous les lisez. Mais en tout cas, je pense que c'est la synthèse la plus claire de l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, si vous voulez juste lire un seul livre. Et ça ressemble pas vraiment à de l'histoire, parce qu'en fait, c'est très bien expliqué. Numéro 2, Le gène égoïste de Richard Dawkins. Ce livre est nécessaire. Richard Dawkins a révolutionné la biologie et l'approche de l'évolution en montrant qu'en fait, la sélection naturelle ne se passe pas à l'échelle des individus, comme on le croit, ni même à l'échelle des groupes, c'est-à-dire des groupes qui sont sélectionnés parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais carrément à l'échelle des gènes. Et il en arrive à une conclusion absolument impressionnante. C'est que nous ne sommes que des véhicules qui sont contrôlés par nos gènes, qui aussi, c'est une conclusion qui est très dérangeante, mais qui fait beaucoup réfléchir. Pour lui, nous ne sommes que des véhicules contrôlés par nos gènes qui, eux, veulent se reproduire et qui sont prêts à nous sacrifier si ça permet à eux-mêmes de se transmettre encore plus, par exemple, par nos enfants. Et j'arrive vers la fin, puisque le dernier livre n'est pas un livre, c'est des livres. Tout simplement, en fait, j'arrivais pas à mettre les livres de Nietzsche séparément dans cette liste, puisque déjà ils auraient occupé toutes les premières places de cette liste, sans doute, et puis ils auraient été dispersés, ça aurait pas été très cohérent. Alors, j'ai simplement mis Nietzsche en première place de cette liste. Si je devais mettre un seul livre de Nietzsche tout en haut de cette liste, ce serait Ainsi parlait Zarathustra. Maintenant, le problème, c'est que Ainsi parlait Zarathustra, c'est un petit peu le livre le moins accessible de Nietzsche. Et déjà, Nietzsche, c'est
assez hermétique, surtout quand on n'est pas trop habitué à la philosophie, comme moi je l'étais quand j'ai commencé Nietzsche. Donc, ce que je conseille, c'est pas de commencer par Ainsi parlait Zarathustra, parce qu'en fait c'est un livre qui demande beaucoup d'interprétation, qui est assez poétique, qui est assez cryptique, et qu'il faut un petit peu décrypter à la lumière des autres livres de Nietzsche. Donc, ce que je conseillerais avant de commencer Nietzsche, c'est déjà de bien se renseigner sur l'auteur et sur ses idées pour avoir une vision globale de quelle est la philosophie de Nietzsche, de la volonté de puissance, de l'éternel retour, de la morale d'esclave. Et on peut avoir cette vision facilement en regardant des conférences sur YouTube ou en regardant par exemple les 2 vidéos du précepteur sur Nietzsche, qui sont à mon avis des très bonnes introductions à Nietzsche. Ensuite, je conseille plutôt de commencer par Le Crépuscule des idoles, qui à mon avis est le plus clair et le mieux pour commencer. Ensuite, peut-être la généalogie de la morale, la première dissertation de la généalogie de la morale, qui est vraiment meilleure à mon avis que les suivantes. Et ensuite, Par-delà le bien et le mal, L'Antéchrist, qui est aussi très bien. Ecce Homo, qui est très bien parce que c'est un livre un petit peu qui fait la rétrospective de Nietzsche, dans le sens où c'est un des derniers livres écrits par Nietzsche, et dans lequel il raconte comment est-ce qu'il a écrit ses livres précédents, quelle est la logique de leur chronologie, et à chaque fois, qu'est-ce qu'il avait en tête, qu'est-ce qu'il essayait de faire dans la rédaction de chacun de ses livres. Donc ça peut aussi être un bon livre pour commencer, même s'il y a peu de contenu philosophique à proprement parler, c'est plus autobiographique. Et il faut lire Ainsi parlait Zarathustra, soit en dernier, soit pendant qu'on lit les autres en fait, en parallèle, pour un petit peu pouvoir le décrypter. Là j'ai 2 éditions assez anciennes que j'ai juste pour les offrir en fait, quand je pense à l'offrir à quelqu'un. Pas si anciennes que ça, mais quand même assez stylées. Et je pense que tout a été dit. Il n'y a pas de livre de Jordan Peterson dans cette liste, puisqu'en fait, à mon avis, les livres de Jordan Peterson ne sont vraiment pas les meilleurs contenus qu'il y a de lui. Je conseillerais tout simplement d'aller sur YouTube et de regarder ses conférences. Peut-être commencer par des petits extraits qui souvent étaient très bien découpés par des gens, puis ensuite ses cours, c'est-à-dire Maps of Meaning, de 12 fois 2 heures, quelque chose comme ça, donc c'est quand même des cours, c'est assez long, mais super intéressant pour comprendre l'histoire des religions et comment est-ce que notre carte du monde se structure. Personality Course, qui est un autre de ces cours qui parle des tests de la personnalité, de la psychométrie, de la psychologie, de comment on peut mesurer la psychologie et des différences entre les gens d'un point de vue statistique. Et Bible Series, qui est son analyse de la Bible en, pareil, au moins une vingtaine d'épisodes. Et après ça, peut-être lire ses livres, mais pour moi c'est un meilleur orateur qu'auteur, parce que ces 2 seuls livres, Maps of Meaning et 12 Rules for Life, ne sont pas aussi clairs à mon avis que ses discours, tout simplement. Voilà pourquoi il n'est pas inclus dans cette liste, bien que ce soit quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo un petit peu spéciale du coup, comme la majorité des vidéos sur YouTube. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao!